bien bonjour, nous sommes avec Mathieu Saintou des éditions Arcane Asylum. Alors on t'a déjà reçu plusieurs fois, hein, c'est toujours avec plaisir parce qu'à chaque fois tu as plein de choses à nous dire, il y a plein d'actualités, il y a plein de choses qui sont sorties. Donc on va essayer de faire un petit peu un panorama de tout ce qui va être disponible là et puis tu peux nous parler si tu as vraiment envie de ce qui va sortir bientôt. Bon, on va commencer par, moi je voulais commencer par un truc que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. On va parler de Gods, si tu veux bien. Avec plaisir. Ok. Alors donc Gods, c'est Arcane Asylum, une création française. Exactement. Donc ça c'est vachement bien. Ouais. Déjà, pourquoi tu t'es lancé dans l'édition de Gods, hein, parce que bon, un dessinateur qui te propose quelque chose, je pense, et bon, parce que c'est vrai qu'il est très très visuel, hein, comme ouvrage, hein. Il y a une tonne de pages. Ça commence de suite par beaucoup d'illustrations et tout. Qu'est-ce qui t'a plu dans Gods en fait? Moi, je réagis beaucoup sur l'aspect artistique, ce qui m'a plu. C'est comme ça que j'ai rencontré Bastien, en fait. C'est en voyant ces illustrations, je me suis dit qu'il y avait un univers incroyable à développer. Et le coup au but, c'est quand il a posté son hommage à Frazetta, sur le Death Dealer de Frazetta, qui était sa réinterprétation. Et là, je me suis dit, c'est un de mes illustrations préférées. J'ai des tirages au bureau, j'ai des figurines en métal, des tirs bons. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose dessus, quoi. Et avec Julien Blondel et Bastien Le Couf, on s'est tous réunis. On a été le voir aux États-Unis, on a discuté de faire un projet. Et Bastien est un rôliste depuis très longtemps. Il avait un univers, lui, qui voulait sortir, et en même temps mélanger ses influences, il y a clairement des hommages à Bloodlust, par exemple, qui était un des jeux auxquels il jouait beaucoup quand il était plus jeune. Et c'est un énorme lecteur de fantasy, old school, on va dire. Les romans des années 70, 80, 90, de vrai dark fantasy, avec des gros univers. Et il voulait tout ça, il voulait faire tout ça, et en même temps on sentait que c'est un vrai artiste, donc il avait besoin de créer des choses, de les sortir, etc. Et donc on a passé plusieurs jours chez lui à faire des brainstorms sans limite. En fait, on se couchait à des heures pas possibles, on remplissait des cendriers comme ça de montagne, à rechercher des idées partout, dans tous les sens. Et là, on a décidé qu'on se lançait parce qu'on commençait à créer un univers cohérent. Et voilà, donc on a fait un gros travail de notre côté. On a nos auteurs qui ont beaucoup travaillé pour étoffer l'univers, créer toute la genèse, la cosmologie, etc. Bastien, pour l'instant, venait avec des idées en disant, moi, j'ai les constellations. Voilà, ça a été un gros travail de créer en fait, un univers complet, en fait, avec tout ce qu'il faut. Et voilà, ça a été une très très belle aventure. Ça a été un peu compliqué à accoucher, on va dire, mais maintenant qu'on est lancé, on est très content. Et moi, je suis heureux d'avoir fait ce jeu parce que j'aime beaucoup les univers comme ça de Dark Fantasy. Moi, ça me parle. Justement, c'est aussi un peu ma genèse. Bon, là, j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup lu d'ouvrages de ce type. Et je suis content parce qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de licences connues, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'offres. Et je trouvais que un retour en fait à des jeux de notre enfance, un peu les Stormbringer, des trucs très 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 fantasy, high fantasy ou dark fantasy, ça me plaisait beaucoup, quoi. Donc Gods, c'est une création française, on vient de le dire. C'est un univers quand même, on n'est pas dans la dark fantasy classique, hein, attention, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, etc. Tu n'avais pas peur de te lancer dans un univers comme ça, au niveau, je sais pas moi, c'est pas vraiment pour tous les publics. Non. Tu tapes quand même un public très averti, donc c'est un public de niche. Donc c'est quand même une prise de risque. Oui, parce qu'effectivement, il y a des choix d'univers très tranchés. C'est un univers dur, c'est un univers sauvage. Mais ça, c'est une volonté de Bastien. C'est comme ça qu'il conçoit les choses. Il voulait un univers aussi piquant que le logo, voilà. Mais moi, ça me pose pas de problème. En fait, dans le jeu de rôle, il y a une offre assez large. Et à partir du moment où on est clair dans l'intention, il y a des gens qui vont s'orienter vers ce jeu. Ils vont pas tomber dessus par hasard en disant un jeu de fantasy et ils découvrent que c'est pas leur cam. C'est un peu comme Cult, par exemple, tu vois, le jeu d'horreur. On se contente pas juste de dire que c'est un jeu d'horreur pour les gens qui pourraient dire, ah, moi j'aime bien les jeux d'horreur, je vais aller voir dans le Cult. Attention, Cult, c'est pas juste un jeu d'horreur, c'est peut-être l'un des jeux d'horreur les plus hardcore, donc soyez avertis. C'est un peu comme dans les films d'horreur, tu vois, il y a des gens qui aiment, moi j'aime bien les films légers d'horreur, quand ça va trop loin, ça me met mal à l'aise en fait, je sais pas pourquoi j'ai du mal à foncer dedans. J'ai mon bras droit Fabien qui adore ça, et quand il me parle de films comme Martyr, il paraît que c'est un grand classique du film français, rien que quand il m'en parlait, j'avais des sueurs froides en me disant je peux pas regarder ça. Donc il faut des jeux, enfin des produits adaptés. Gods, effectivement, un jeu qui s'adresse, je pense, majoritairement à des vieux rôlistes qui ont connu cet âge d'or, qui ont cette sensibilité littéraire, etc. Et qui vont retrouver dedans un univers de fantasy qui leur parle. Et là où nous, on est content, c'est qu'on arrive à créer quelque chose d'original dedans. Il y a toute une cosmologie, il y a tout un continent, il y a toute une histoire, puis c'est un univers à secret, donc il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Mais oui, clairement, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Après, ça reste, chacun fait ce qu'il veut à sa table et tu peux le jouer en light fantasy, te contentant de prendre juste les éléments de la mythologie. Mais effectivement, tu ne pourras pas creuser à fond
Il y a peut-être des peuplades sur lesquelles tu t'expérimenteras moins ou tu t'aventureras moins parce que de facto, voilà, ils sont un peu plus sombres que d'autres. Mais je pense pas que ça, à l'heure actuelle, ça soit un problème. Je pense qu'on a une offre suffisamment large. Tu veux faire de la fantasy légère, tu peux faire du Forbidden Lands par exemple, tu peux faire du Dragonbane qui sortira bientôt, où c'est light, tu as des mécaniques de jeu qui t'aident à avoir ce côté, tu peux faire de la lonique, tu vois, et avec les règles de voyage et avoir ce côté, tu vois, dans la fantasy, tu vas avoir du voyage, la notion de groupe. Là, voilà, nous, on a fait un choix où on a plutôt tendance à trancher la tête de nos ennemis. Voilà, God, c'est dans un univers assez ravagé, nihiliste, etc. Donc si tu peux en dire deux mots pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas encore lu, parce que bon, c'est pas forcément, il n'y a pas grand monde qui l'a en main encore. Bien sûr. donc, apparemment, God, pourquoi déjà à la base? God, alors le pitch initial est tout bête, en fait, ça sera il faut imaginer un univers de fantasy où il y avait un panthéon et petit à petit les dieux ont disparu et les populations ont perdu leur contact avec le divin. Et ça, c'est juste le pitch initial, en se disant pourquoi on perd cette connexion avec le divin. Et surgit d'une des factions un nouveau culte, monothéiste cette fois. Donc lui, il rejette tout le polythéisme traditionnel de la fantaisie, où on aurait la déesse de l'eau, le dieu de la nature, le dieu de la guerre, etc. Et on se retrouve face à une sorte de guerre sainte de cette faction. Le Soleil Noir, qui vient imposer son monothéisme, qui détruit les reliques des anciens dieux, pour vraiment balayer leur existence. Et les joueurs vont incarner des personnages qui vont redécouvrir un accès au divin à travers des éclats et essayer de comprendre pourquoi les dieux ont disparu, pourquoi cette connexion ou communication a disparu, et qu'est-ce que représente le Soleil Noir, et comment tout ça s'articule. Donc, on ne peut pas en révéler plus, c'est un vrai univers à secret, donc c'est compliqué d'aller plus dans le détail. Mais le pitch initial, c'est ça. Voilà. C'est là le petit clin d'œil à Bloodlust. Il y a cette connexion, comme à l'époque à Bloodlust, on avait des armes dieux, même c'était des individualités très marquées. Et c'est ça ce qu'on appelle les éclats. Ça, c'est le vrai hommage en disant nous aussi on voulait cet objet. Et voilà, donc ça c'est la présentation, on va dire, succincte. Après, il y a l'avantage, c'est qu'il y a énormément de factions dans l'univers. Oui, d'ailleurs, il y a l'œuvre, la gamme est grosse déjà. C'est déjà un sacré paquet de trucs. Exactement. Elle s'auto-suffit. Nous, on voulait, sur un jeu comme ça, de créa, comme on ne connaît pas la réception du public, alors on a eu les financements qui nous donnent déjà une tendance, mais c'est difficile de savoir si le financement a fait les gens qui aiment et c'est tout. Et est-ce que le jeu a du potentiel derrière? Donc on voulait une gamme autosuffisante. Donc il y a un livre de base qui permet de présenter aux joueurs tout ce qu'il doit connaître. Un livre de l'oracle où là c'est vraiment réservé aux meneurs de jeu avec tous les secrets, parce qu'on donne quasiment tout dès le début pour que justement si jamais on ne pouvait pas aller plus loin, on ne laisse pas les gens en porte-à-faux en disant au final c'était quoi la vraie raison. On a déjà un recueil de scénarios qui est assez dense avec plein d'aventures et l'écran, les dés, etc. Donc déjà ça c'est autosuffisant pour pouvoir jouer. Une fois qu'on a fait les scénarios des aventures dans les terres sauvages, en fait, je pense que là, l'équipe commence à appréhender l'univers plus facilement. Et là, l'oracle, le meneur de jeu, il aura la capacité d'aller puiser dans le livre de base, où là, il y a tellement de background qu'il va pouvoir, en fait, dès qu'on lit une faction, et qu'on lit la partie correspondante du livre de l'oracle, on se dit, mais il y a plein de choses où je peux faire des scénarios sur ça, sur tel élément, sur des anciennes ruines, sur tel mythe, etc. Et je pense que là, le jeu, il prend vie naturellement, en fait. Donc, si ça marche bien, on a une volonté de faire une grosse campagne. Une campagne très longue parce que Bastien avait en fait dès le début, ça c'est un des traits des créatifs, ils ont un concept mais ils ont aussi une histoire à raconter et donc dans le jeu on ne peut pas la raconter dès le début cette histoire, il faut qu'on présente l'univers et que les gens se l'approprient mais j'espère qu'on arrivera à installer la gamme et que Bastien sera motivé pour continuer l'aventure, pour qu'on puisse décider d'effectivement proposer l'histoire que lui voulait narrer, les ultimes révélations et que les gens puissent faire une campagne épique et découvrir les derniers mystères de l'univers. Donc la gamme se suffit à elle-même, le livre de base et le guide de l'oracle, ça suffit? Oui, exactement. Là, normalement, avec ça, le meneur de jeu, il a de quoi faire jouer pendant des années. Est-ce qu'il y a un scénario dans le livre de base en fait? Il y a des scénarios dans le livre de l'oracle. Dans le livre de l'oracle, exactement, parce que c'est important. C'était le livre pour le meneur, donc c'est le moyen de balancer des scénarios et que les joueurs n'y aient pas accès surtout. Parce que ça sert à rien de leur. C'est bien dans un livre de base d'avoir un scénario, mais dans ce qu'elle est lu par tout le monde. Et comme le livre de règles a vocation à pouvoir être lu par les joueurs, il fallait pas non plus au milieu des secrets qu'on leur mette des scénarios. On a aussi le guide de démarrage qu'on avait proposé, qui est toujours disponible en téléchargement gratuit, donc il y a une autre aventure. Et dans
Aventure dans les terres sauvages, il y a 4 nouveaux scénarios. Donc ouais, il y a déjà peut-être une dizaine de scénarios qui sont proposés. Et après, je te dis, une fois que tu as pris le pas, c'est un univers qui te donne envie de développer toi. Tu as envie d'explorer le désert, tu as envie d'aller dans le nord, dans les factions en Averroé, d'aller dans les cités plutôt, on va dire, gréco-romaines qui sont sur l'est. Voilà, il y a plein de choses. Et en fait, comme c'est un monde continent, Olivier Sanfilippo nous a fait des cartes magnifiques, il y a vraiment énormément de choses à explorer. Donc moi, dans cet aspect-là, c'est ça qui me fait penser aussi aux vieux jeux où généralement les jeux étaient moins dirigistes. Ils présentaient l'univers, il y avait quelques scénarios, mais en fait c'était les joueurs qui créaient sur le tas. De nos jours, on a plutôt des tendances à avoir des jeux plus rapides à prendre en main. Les éditeurs fournissent directement du matériel utilisable et on guide un peu plus les joueurs parce qu'on sait qu'ils ont moins de temps. Celui-là, il a un côté plus traditionnel, voilà, plus jeu des années 80-90. Une fois on avait prévu de faire plein de scénarios justement pour aider les gens, mais derrière, c'est vraiment que les gens s'approprient l'univers et puissent révéler leurs propres secrets à eux, parce qu'il y en a plein, mais il y a de la place aussi pour que l'oracle puisse interpréter et dire mais moi j'ai plutôt ce concept-là où j'ai plutôt envie de mettre ça en avant. D'accord, ok. Bah écoute, je sais pas que ça a intrigué les gens. Qui ont envie de se pencher un peu vers Gods. Maintenant, j'aime que tu prennes un truc que tu as posé par terre, ça s'appelle Neverland. Et je voudrais bien qu'on parle de Neverland parce que c'est un jeu vraiment atypique. Voilà. Alors Neverland, bienvenue dans le monde de Peter Pan. Exactement. Neverland, en fait, c'est un ovni rôlistique pour moi. Ça fait partie de ces projets que... Alors, on a la chance d'avoir un catalogue solide, donc on a des licences qui marchent bien. Et une fois ou deux dans l'année, je cherche une petite pépite que j'ai envie de m'offrir à moi, un ouvrage que j'aurais aimé, moi, acheter. Et Neverland, c'est typiquement l'ouvrage qui m'a frappé dans l'œil. Je l'ai vu à la Gen Con il y a quelques années. Et je me souviens, dans les allées chargées de ce salon américain Indianapolis, cette couverture m'avait frappé. Je me souviens ce vert, l'or, et je me dis, mais c'est Neverland. Et en plus, évidemment, de tout Neverland, je me dis, c'est Peter Pan, ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce que ça fait à la Gen Con? Et j'ai commencé à le feuilleter. Et il y avait l'auteur qui était sur place, Andrew Colby, qui était passé. Et il commence à me parler, il avait un petit stand, parce qu'il était à l'époque en auto-édition, c'était avant d'être repris par un gros éditeur, parce que aux États-Unis c'est édité par Macmillan, donc c'est l'équivalent de Gallimard en termes de taille. Et il commence à me dire, voilà, ça fait longtemps que je joue au jeu de rôle et j'avais envie moi de faire un univers, donc j'ai tout écrit, tout illustré, tout fait, tout maquetté, tout fait tout moi-même. Bon, déjà ça me parle, je me dis, le mec il a mis ses tripes dedans, et j'ai commencé à le feuilleter, et là j'ai dit c'est pas possible, c'est vous qui avez fait tous ces dessins là. Je connaissais pas du tout le dessinateur, parce que lui il fait plutôt de la publicité. J'encourage les gens curieux par son nom d'aller voir sur sa page, il a fait des Pokémon incroyables, voilà, j'adore, ce qui fait il a vraiment une patte hyper originale. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc ça présente le pays imaginaire de Peter Pan, mais en X-Scroll 5e. Donc il y a toute l'île qui est décomposée en hexagones. On peut tout explorer. Chaque hexagone a une page qui lui réfère avec ce qu'on peut découvrir, les activités, les menaces, les lieux importants à voir. Et il y a un énorme bestiaire de gens qu'on connaît, évidemment. Mais on joue des enfants perdus ou quoi? Alors, à la base, tu peux jouer des enfants perdus, tu peux jouer plein de concepts différents dans le jeu. Moi, c'est plutôt un livre de lecture. Voilà, je pense qu'il y a des gens que ça va inspirer, qui vont vouloir jouer dans cet univers-là. Je pense c'est la 5e, et je pense qu'il faut créer des personnages adaptés à Neverland. Il faut juste avoir cet esprit de se dire on va jouer dedans. Moi, c'est surtout un livre de lecture. Je l'ai gardé exactement, parce que je réouvrais, je relisais une description, et je me disais, oh là là, c'est onirique, c'est beau, c'est poétique, et c'est très proche de l'œuvre littéraire. Pas l'image qu'on peut avoir des dessins animés où Peter Pan c'est tout gentil, etc. Il y avait quand même des concepts très durs dans les littératures, des enfants abandonnés, des relations avec les parents, des enfants oubliés. On retrouve des personnages, des premiers enfants égarés, mais qui ont vieilli et qui ont été oubliés par tout le monde, qui sont perdus sur l'île et qui tentent de continuer à survivre. Donc ceux qui connaissent pas l'œuvre littéraire vont découvrir un aspect dont ils n'étaient pas... on n'a pas cette image dans les films, les différents supports qu'on a eu. Le message Disney, forcément. Ouais, mais même les films, tu vois, Hook avec Robin Williams, sont des films mignons. C'est un héros, Peter Pan, il sauve. En fait, c'est une œuvre littéraire très importante avec des vrais concepts psychologiques dedans, et on les retrouve là-dedans. On retrouve vraiment des personnages torturés, des personnages avec cette dualité, l'envie de grandir ou pas, la relation avec les parents évidemment. Mais voilà, c'est surtout un ouvrage magnifique. Moi, je suis très 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 content de pouvoir le proposer. Il est beau. Enfin, je veux dire, déjà, la couverture, elle est magnifique. Les intérieurs. Moi, quand alors, on a une petite carte effectivement qui sera encartée du pays imaginaire avec les fameux X-Scroll. On retrouve là les petites cases effectivement qui permettront à chacun d'explorer. Et de l'autre côté, la petite illustration, on retrouve l'île du crâne, la baie des sirènes, etc. Le petit bateau de crochet. Enfin, moi, je trouvais ça génial.
Mais voilà, c'est vraiment l'univers qui est proposé à l'intérieur. Voilà, le bestiaire qui est incroyable. On va retrouver la Reine Mab, voilà, Peter Pan, en caractéristique 5e. Donc là, il y a certains qui sont très très forts pour les donjons 2, quand vous allez commencer à avoir Captain Crochet avec 500 PV. Quand même. Avec des abilities héroïques. Mais voilà, non, c'est très très rigolo. Et l'artiste avait composé toutes les pages, c'est-à-dire que en termes de layout, ça a été compliqué cet ouvrage parce qu'il a dessiné les pages en entier. Ouais. Tous les personnages sont fixés dans une illustration. Ah d'accord. Donc nous, comme on les a mis dans l'alphabétique, on a dû les récupérer, les réagencer. D'accord. Et tout est bien conçu. C'est-à-dire que les pages elles-mêmes, voilà, tous les habillages sont bien faits. C'est un graphiste excellent. Et donc il a toutes les cases s'emboîtaient nickel. Mais quand on bouge l'ordre alphabétique français, c'est devenu un enfer en fait, parce que elles n'étaient pas prévues dans ce sens-là. Bien sûr. Il a fallu beaucoup travailler. Je lui ai envoyé en lui disant je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir trahi ton œuvre parce que les pages étaient magnifiques. Et moi j'ai dû rebouger. Et en fait il est adorable. Il m'a dit non mais vous avez hyper bien géré. T'as gardé l'esprit, t'as compris ce que je voulais faire avec mes compositions, donc t'as réussi à les recomposer comme il fallait et tout. Donc non voilà, ça c'est une petite perle, un objet ludique non identifié comme on dit. Pour les curieux, je recommande vraiment en lecture, c'est très beau. Ça arrive mi-mars, donc on a lancé déjà les précommandes sur notre site, ça va arriver mi-mars, ça sort normalement fin mars en magasin. Mars, ouais. Et ça, voilà, j'espère qu'on n'a pas fait un très gros tirage, je suis pas voilà, je me doute bien qu'on va pas en vendre des milliers et des milliers, sauf surprise. Mais c'est ton coup de cœur, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment un peu comme Colossal l'année dernière. Tu vois que j'avais fait, je l'avais maquetté moi. Je me dis bon, allez, je prends un peu le risque parce que je voulais pas non plus imputer trop de coups à la société, donc je le faisais le soir tranquille. Et en fait, on l'a sorti en juin. Je crois qu'on était sold out. On avait tout vendu au mois d'octobre. Alors que j'avais pas du tout prévu ça. Je me dis bon, je me fais un an de stock. Croisons les doigts. Et en 6 mois, on avait tout vendu et je vois maintenant popper sur des pages Facebook ou sur les sites des gens qui montrent leur création, leur écriture, les gens qui ont créé. Et je me dis, en fait, il y a des gens qui ont eu cette sensibilité comme moi, ça leur a parlé. Alors peut-être que Neverland va plaire aussi aux gens. J'espère, parce que derrière, il a fait un autre supplément sur Oz, cette fois. Donc on va suivre Dorothée et la Yellow Brick Road. Donc si ça marche, on fera Oz évidemment avec plaisir. Parce que c'est toujours avec des thèmes forts en symbolique. Bien sûr. Graphiquement, on retrouve, voilà, en plus, il y a ce travail sur l'or. Là, on a le château. Enfin, on retrouve les codes, je trouve ça très joli. Franchement, si je peux me faire une petite gamme comme ça de jeux de table basse, en fait, pour le plaisir de les consulter, ça je trouverais ça cool. Et puis attends, il y a ça aussi. Alors, c'est pas le même style. Non, on n'est pas dans le même style, voilà. C'est Walking Dead Universe, il y a la boîte aussi. Alors ça c'est très attendu. Ça c'était très attendu. Là tu as fait un gros coup quand même. Quand tu as dit Walking Dead Universe, ça a dû se ruer, non? Ouais. C'est nos amis de Free League avec qui on fait Alien, on fait d'autres jeux, avec qui on a de très bonnes relations. Ils ont mis du temps, il y a eu beaucoup de négociations avec la chaîne, c'est pas le comics. Pour négocier les droits, après il a fallu le créer. Et Free League, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils conceptualisent leur jeu. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on signe The Walking Dead, je vais coller un système dessus, je vais mettre des archétypes, allez-y. Ils ont tout de suite commencé à réfléchir un peu comme Alien, où on se dit ok, Alien c'est quoi l'élément? Le xénomorphe et le stress. C'est la peur qui va driver le jeu. Et donc quand tu joues en mode cinéma, c'est le stress qui va être ton pire ennemi, c'est le stress. Et quand tout le monde commence à stresser à la table, que tout le monde commence à se mettre des bâtons dans les roues pour prendre le dernier escape pod parce qu'il y a une place et on est 3, la relation avec le xénomorphe, eux ils sont tout de suite dit, par exemple je me souviens du patron qui me disait bon il aura pas de cœur avec l'alien. Et moi je faisais un peu oh mais quand même, il fait mais c'est quoi l'intérêt? Un alien il te tue, ou il te tue violemment, ou il te tue très violemment. Et en fait, la première fois que j'ai vu le tableau arriver en disant jetez un des 10, à 1 vous êtes mort, et à 10 vous êtes mort dans des conditions horribles, et il y a toutes les étapes intermédiaires. Je me dis en fait, s'ils ont raison, ça sert à quoi? On va faire quoi? On va tenir le méchant et on va faire comme dans Vendredi 13 en disant non, ne mets pas le couteau. Non, c'est un xénomorphe, il n'y a pas de discussion en fait. Et ça sert à la narration, parce qu'on sait déjà qu'on va pas. Bon, alors dans Colonial Marines, on a des moyens. Il y a un coup de génie, ça. Parce que moi, j'ai dit, bon, on va faire du cinématique, c'est bien beau, mais moi, j'ai eu le one-shot, au bout d'un moment, ça me gonfle. J'ai dit, bon, on va en faire quoi d'Alien? Ah merde, il est sorti Colonial Marines. J'ai dit, putain, est-ce qu'ils avaient pensé à Et là, on monte dans son VAB. En fait, tout ça, c'était conçu. Ils ont vraiment dit, il nous faut le huis clos. Le Nostromo, tu te réveilles de ta capsule et tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Et ta maman qui te dit, ah, vous êtes 3, vous êtes réveillés. Tu fais, ouais, on est bien 3. Mais je sens 4 signes de vie à bord du vaisseau. Ah bon? On a une arme? T'as une clé à molette. Et entre voilà, et ça c'est génial. Mais il s'était tout de suite dit évidemment qu'il faut des hommages. Donc le deuxième film correspond plutôt à Colonial Marines, où là on se dit ok, on aura son véhicule blindé, on joue une escouade.
Et pour ceux qui l'ont fait, c'est pas si facile que ça, parce que là, le stress joue encore un rôle hyper important. Moi, j'ai fait des tables où les mecs, tout le monde pétait un câble, parce qu'en plus, le stress est communicatif entre joueurs. Donc, dès qu'il y en a un qui commence à rater ses jets, il donne des dés de stress à tous les autres. Voilà. Et ça marche très très bien. Et donc, ils avaient conçu ça. Et dans Walking Dead, ils sont partis dans le même principe. Ils ont passé beaucoup de temps à réfléchir en disant comment est-ce qu'on va jouer les marcheurs. Est-ce que ça sert à quelque chose de leur donner une caractéristique ou est-ce qu'il faut que ça devienne une entité, un peu comme le xénomorphe. Et ils ont fait ce choix que je trouve très bien. Ça devient une forme, c'est pas une forme de vie, ça devient presque une règle en elle-même. Et donc il y a un marqueur de menace. C'est une menace. Plus il monte, plus la vague de marcheurs est importante. Et alors autant quand on en croise un ou deux, les joueurs peuvent faire, là on va s'en occuper, on peut mettre une petite balle dans la tête, tac tac, ça se passe bien, on nettoie un peu la plaine. Mais quand ils sont 300 ou 400, ça marche plus. On ne peut pas les abattre en fait. On ne peut pas arrêter cette vague inéluctable. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ils ont réussi à transmettre ça. Il y a vraiment une notion de danger. Au moment où les joueurs ils ne pourront pas faire ce que les joueurs font toujours, le tenir sur place en dire c'est bon, je suis un paladin niveau 18, j'ai 4 attaques à don, je vais faire tac tac tac, personne ne va me passer. C'est un tsunami que tu prends. Là, il va falloir se dire on a fait un camp, ça fait 3 ans qu'on est installé, on avait planté des graines, mais s'il y a 600 zombies qui avancent, il faut prendre ses affaires et partir et tenter de refaire sa vie ailleurs. Donc il y a cette menace en fait que je trouve très intéressante et ils ont aussi beaucoup développé les relations psychologiques entre les joueurs, entre eux. On va avoir un petit peu ce qu'on retrouvait dans Tales from the Loop, les systèmes d'attache et d'encre, etc. Sauf que là, évidemment, c'est dans des situations compliquées. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un groupe avec un ancien criminel, un dealer de méthamphétamine Mais quand on est 4 survivants, on ne choisit pas vraiment les gens avec qui on survit. Donc il faut quand même qu'on s'entende. Mais je sais pas, si tu es un prof de psychologie et que moi je suis dealer de méthamphétamine, on n'a pas énormément de choses à se dire en commun. Donc et là tu as les systèmes de valeurs des personnages qui peuvent rentrer parce que est-ce que tu te diras mais si ça commence à mal se passer, lui il va me planter. Donc je vais le planter avant qu'il me plante. Et ça c'est intéressant. Voilà, tout ça a été introduit et je trouve que ça c'est très très bien. Tu vois, c'est cet axe en fait, c'est se dire qu'est-ce qu'on veut faire comme expérience. Est-ce qu'on se contente de faire une sorte de first person shooter, on va tuer des zombies, etc. Non, cet univers il est spécifique. C'est une menace qui rôde toujours, donc il faut que ça devienne un concept, les marcheurs, et on va se concentrer sur ce que tu retrouves un peu dans les séries, la psychologie entre les joueurs, et ça, je trouve qu'ils ont réussi le résultat est très bon là-dessus. Le résultat est très bon, il y aura des très bonnes scènes d'action où les joueurs vont quand même pouvoir... voilà. Alors, ça s'appelle The Walking Dead Universe. Donc, ça veut dire qu'en général, c'est quoi un bac à sable? C'est quoi en fait? Oui, alors en fait, ils ne voulaient pas. Alors, quand il y a beaucoup de séries, donc si on fait un jeu de rôle sur une série, on limite la narration. Donc, eux, ils voulaient parler du Walking Dead Universe pour dire on suit toutes les séries sont canon, donc vous retrouverez dans les scénarios, dans les campagnes de culture, des personnages qu'on a vus. Mais l'objectif pour vous, c'est faites votre zone. Donc, il y a déjà des cartes qui sont fournies au début pour que les gens puissent partir dans une zone soit connue, soit déjà détaillée. Mais la volonté, c'est vraiment d'encourager les gens en disant partez dans le Montana, qu'est-ce qui se passe en haut des montagnes, partez dans le bayou, partez dans le Nouveau-Mexique, dans le désert, parce qu'on les voit de loin, les marcheurs arriver. Mais donc développez votre univers et après il y a les mécaniques de comment faire fonctionner le refuge, le groupe entre eux, comment les marcheurs réagissent en fonction, parce qu'au bout d'un moment quand les gens s'installent, ils attirent du monde inévitablement parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc le concept d'univers c'est plus dire appropriez-le vous, ne cherchez pas à refaire la série télé en jeu de rôle parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et puis surtout vous l'avez déjà vu. Donc il y a un système de générateur de zones alors ça marche comment? Alors la génération de zones on n'a pas vraiment besoin, c'est plus la menace qui se génère en fait en elle-même parce que les joueurs ils vont dire nous on veut s'installer dans une université parce qu'il y a des grillages, parce qu'il y a des machins, etc. Ils vont commencer à développer leur base, donc il y a des règles d'une partie mais ça sera développé plus tard dans des suppléments qui seront faits pour ça, sur les développements des refuges. Comment est-ce qu'on fait? Il faut de la nourriture, il faut des soins, il faut des munitions et il n'y a plus d'usine qui les fabrique donc il va falloir aller prendre et faire soi-même. Et après, en fait, c'est, on va dire de manière organique que les marcheurs deviennent une menace. En fonction des échecs des joueurs, ça fait monter la menace, parce qu'ils arrivent moins à se débrouiller. Donc cette menace va monter jusqu'à un moment, si les joueurs n'arrivent pas à infléchir la montée de la menace, jusqu'au moment où ça devient... Voilà, un matin, ils vont se lever, il y a une mer de zombies, parce qu'il y a des zombies qui sont en train de se déplacer, et pile leur base est au milieu, et là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on craque, ou est-ce qu'on prend nos affaires et on s'en va, et on recommence ailleurs D'accord. Donc non, ça c'est un bon concept, donc ça sera un jeu plutôt de roaming, on va dire, les gens vont plutôt se déplacer en tentant de survivre. Il n'y a pas de concept, vous allez chercher un vaccin, il n'y a pas ça. Non, c'est vraiment de la survie de groupe et comment ça va s'organiser.
Donc on attendra, parce que là ça vient à peine de sortir, ça vient à peine d'être livré, donc on n'a pas encore trop de visibilité sur les prochains suppléments. Mais donc voilà, j'attends surtout. C'est toujours le Hero Engine oui, alors c'est une version adaptée évidemment comme celle d'Alien, parce que le système qu'ils ont en interne, c'est un système générique très simple, D6, 6 succès. Voilà. Après, c'est les règles qu'ils ajoutent dedans. Dans Alien, il y avait la règle de stress, là on a la peur, etc. etc. Donc c'est des éléments assez intéressants parce que ça permet justement de personnaliser le système. Nous, c'est un système qu'on utilise par exemple dans Metro 2033, qu'on est en train de finir de développer, où nous, on n'a pas parlé de la même mécanique de base, mais on ajoute aussi des mécaniques dedans pour gérer la claustrophobie, etc. Voilà. Exactement. Et comme c'est un système hyper light, il se customise très facilement. Voilà. On n'a pas besoin de se dire, mince, j'ai pas la bonne caractéristique. Non, c'est du D6, donc ajoute-moi une mécanique où ils ont plus de D6, on change la couleur et donc les résultats de ces dés-là sont plus dangereux, etc. Donc non, ça marche très très bien. Le jeu. Après, Free League, ils ont des systèmes très simples, c'est ça qui est bien. C'est rarement des systèmes très lourds. Ils ont une éducation, on va dire, rôliste particulière. Ils sont très narratifs dans les pays nordiques. Ils adorent le LARP, ils adorent le grandeur nature. C'est dans les pays nordiques ou en Allemagne que tu as des grandeurs nature à 3000, 4000, 5000 personnes. On voit les images des fois popper sur internet, on se dit incroyable, il y a une compagnie de joueurs d'épée de Warhammer, c'est qui ces mecs-là? On voit des Russes ou des Polonais, on se dit mais c'est fou. Donc ils aiment ça, ce côté incarnation. Donc eux, ils sont pas à fond des systèmes très lourds. Même en simulation historique, d'ailleurs. Exactement, voilà. Il y a des pays qui sont plus connus pour avoir des mécaniques lourdes, un peu comme dans le board game, quand tu avais l'American Trash ou les jeux à l'allemande de gestion, avec un design qui était plutôt épuré, voire parfois un peu léger, mais avec des mécaniques hyper bien pensées, ou les Français qui sont plutôt d'une école où on a un graphisme très 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 beau, et des mécaniques, bon après on a une offre variée en France, mais on n'est pas réputé pour avoir des mécaniques de gestion à l'allemande, on est plutôt réputé pour avoir une esthétique très léchée, des jeux novateurs, etc. Donc les Suédois, ils ont cette influence de la narration, ils veulent des jeux narratifs, ils veulent jouer en fait ils veulent parler avec leurs amis autour de la table, donc la mécanique ça sera jamais un blocage. C'est un bel exemple. Exactement, typiquement. Ou même Tale from the Loop, tu vois, c'est vraiment l'expérience de jouer entre amis. Les D6, bon. Oui, surtout que je trouve que honnêtement, le Zero Engine, dans Tale from the Loop, je les trouve pas extraordinaires, donc tu t'en fous à la limite. Mais il y a surtout, dans Tales, il y a surtout le système d'entraide en fait, parce qu'on joue des enfants, donc on n'est pas hyper bon. En faire des 6 c'est compliqué, parce que le D6 c'est un dé avec une variance assez faible, donc l'historique, là on sait bien. Mais ils ont tout de suite dit, mais on veut pas qu'ils ratent, parce que c'est des enfants, ce serait quand même cool qu'ils réussissent. Donc il y a tout un système d'entraide, il suffit qu'un joueur soit bon, tous ces succès supplémentaires, il peut les donner à quelqu'un. Il n'y a aucun jeu de rôle où le vin naturel, tu fais, bon, moi je vais le toucher, mais je vais donner mon critique au mec d'un côté. Parce que le but c'est que le groupe réussisse. Et ça sert la narration. Ce côté Stranger Things, on va pas laisser. Il n'y a pas un gamin qui meurt dans les autres continuent l'aventure. Il faut que le groupe réussisse. Et donc ça me rassure. Moi j'aime bien les jeux où on va voir ce système. Tu retrouves un peu cette légèreté dans Blade Runner où le but c'est l'enquête et pas la mécanique. Ce qu'on veut c'est aller percer les mystères, c'est aller traquer un répliquant et on n'a pas envie d'avoir des tableaux toute la journée en se disant j'ai raté mon jet, j'ai raté ma mission. Voilà. C'est un système. C'est vrai que moi j'aime beaucoup ce que font Free League quand même. C'est très agréable à lire déjà. Oui, ils ont une sobriété dans l'écriture. À vous aussi, parce qu'au niveau de la localisation, c'est vraiment super. Vraiment, c'est très agréable. Alors, c'était un petit aparté. Franchement, bravo pour votre travail de localisation. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors donc, dans Walking Dead Universe, il va y avoir quoi? Alors, on propose une boîte de démarrage qui est... on va dire le format un peu classique de Free League, c'est-à-dire un résumé des règles, une première aventure, le set 2D, des pré-tirés, des premières cartes. Donc là, je crois qu'il y a... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a Atlanta en carte et il y en a une autre, une région en Virginie, occidentale. Il y a quelques pré-tirés, dont Michonne, un petit clin d'œil quand même pour les fans de la série télé, parce qu'on va pas non plus les ignorer. Et on a aussi le livre de base, un écran, un set 2D. Enfin voilà, c'est un démarrage de gamme, on va dire, plutôt classique. Il n'y a juste pas de deck de cartes cette fois, parce qu'il y avait un système d'initiative par carte qu'on retrouvait dans Alien. Là, il n'y est pas, parce que c'est un jeu moderne. Il n'y a pas d'initiative avec une arme à feu en fait, tout le monde tire. Donc là la mécanique est plutôt chacun fait un geste, celui qui fait le plus qu'à toucher. Et en cas d'égalité, d'accord, une confrontation. Tout le monde s'est touché. Et donc je trouve que c'est assez intéressant. Mais voilà, ça va être une gamme qui va surtout être soutenue. Alors
Freelix sont pas pour le coup pas réputés pour la lourdeur de leur gamme, ils sortent pas 5 suppléments par an. Mais je sais qu'on a un supplément déjà qui est prévu là dans les prochains mois qui sera annoncé. Et normalement, je pense qu'ils garderont leur rythme habituel, peut-être 1 à 2 suppléments par an, où ils vont explorer les différentes zones des États-Unis, proposer d'autres concepts, proposer des antagonistes évidemment, parce que c'est comme un univers où il y avait des antagonistes très forts, donc ça va être intéressant de les proposer aux joueurs. Ouais. Alors, puisqu'on reste on est dans les séries télé, on va y rester. Quid de Fallout? Alors, où sont... Alors Fallout, on a 2 ouvrages en préparation. On a Un hiver d'atomes qui est une première campagne qui sort là dans les toutes prochaines semaines, qui est une grosse campagne épique où on commence avec des joueurs débutants, on peut finir jusqu'au niveau 15, 16, 17 avec plein de concepts intéressants à mener. Donc ça c'est intéressant, c'est assez rare pour Modifus de se lancer dans des grosses campagnes. Ils font plutôt des recueils d'aventures, mais là on a une vraie belle campagne et on a la boîte d'initiation, la boîte de démarrage en fait, Fallout 95 qui sortira juste avant l'été, qui est une boîte un petit peu plus allégée, je crois, que la version anglaise, mais qui permettra, voilà, on espère, de redémarrer aussi un petit peu. Alors Fallout marche très très bien en ce moment, puis là on attend la série télé. Oui, c'est pour ça. Et puis bon, ils sont un peu seuls le bouquin. Ouais, exactement. Mais il y a eu, en fait, le truc, c'est comme il y a Bethesda derrière, ils dépendent d'un circuit d'approbation, et pendant longtemps c'était bloqué. Donc Modifus s'est contenté de faire le deck de perks, qui est en train d'arriver là chez nous. Donc c'est un joli deck parce qu'on aura nos petits perks à côté de notre fiche, et c'est sympa. Mais en un an, quand on fait que le deck de perks en anglais, moi, à un moment, j'ai appelé le patron de Modifus en disant, il y a un problème en fait parce que c'est rare. Il y a la même situation avec Dune au même moment. Ils ont sorti la boîte Les Agents de Dune. J'ai dit, mais pourquoi vous faites un spin-off et pas un supplément officiel? Et il m'a dit, parce qu'en fait, tout est en approbation. Et autant le spin-off, c'est facile à approuver parce qu'on dit, on touche pas la trame narrative. Et là, l'ayant droit dit, ok, allez-y, faites-vous plaisir. Mais ils avaient en approbation les Masons du Landsrat et la Cour impériale. Et là, les héritiers voulaient tout relire et discuter chaque point de détail, etc. Et là, en fait, ils ont dit, mais là, on perd du temps. Donc Fallout, ça a été un peu la même chose avec Bethesda. Ça a été long de faire approuver. Là, ils ont sorti quasiment coup sur coup 2 suppléments, Un hiver d'atomes et le supplément Settlers qui vient d'arriver, qui est peut-être même pas encore sorti en anglais, j'ai un doute, qui permettra de faire son camp de base, un peu comme on faisait dans le jeu vidéo, on construisait sa propre petite maison. Et ils ont toujours en préparation, ça devrait arriver un peu plus tard dans l'année, je crois, les suppléments sur la confrérie de l'acier, l'Institut, etc. Donc ça va se débloquer. Il y a eu un petit grip, parce que c'est vrai que les approbations pour les studios de jeux vidéo, c'est compliqué, parce qu'il suffit qu'ils soient en train de développer un jeu vidéo à ce moment-là, et toutes leurs ressources sont dessus, et quand vous arrivez par la petite porte, on dit hey, j'ai un jeu de rôle, désolé petit, nous on gère de l'argent, on a autre chose à faire, et ça peut bloquer. Donc là, ça a l'air de s'être débloqué dans le bon sens. Donc nous on essaye quand on fait de la traduction et où on sent que la licence peut être un peu compliquée de prendre déjà tout de suite du décalage, pas sortir trop vite par rapport à la version anglaise pour pas avoir ce même gap. Donc sur Fallout, c'était un peu raté, on s'est lancé vite parce que c'est un univers que j'adore et on s'est retrouvé à dire on n'a pas grand chose. On a pu proposer l'écran qui n'existe pas en anglais, qu'ils ont sorti après nous en disant c'est vrai que c'est quand même cool. Et puis moi pour l'écran c'est un accessoire obligatoire, il faut un écran. On est français, on a des écrans. On veut des belles images. Les TV sont pas exactement. Et puis je veux pouvoir tricher sur mes jets de dés derrière sans que les joueurs le voient. Mais donc voilà, on a le deck de perks qui va arriver, qui est un petit accessoire sympa, Un hiver d'atomes qui est la campagne, et un peu plus tard, à voir si on arrivera à le glisser au planning sur la fin d'année ou tout début 2025, on arrivera avec le supplément Settlers. Et par contre, on a du contenu numérique. On a pas mal de petits suppléments numériques qu'on propose en vente en PDF exclusif, qui sont des petites aides de jeu, qui étaient plus faciles à approuver, à faire approuver un 16 pages. Voilà. Et en fait, il y a plein de petits éléments très sympas dans ces suppléments, donc j'encourage les gens à aller voir ça. Et à terme, on les regroupera dans un format cartonné pour les collectionneurs à la française, on va dire, ceux qui aiment bien le livre physique. Ils seront regroupés dans un beau supplément pour qu'ils puissent avoir accès justement en version imprimée. Et après on croise les doigts que la série déchire tout parce que... vu ce qu'on a vu, ça je pense. Il faut toujours se méfier des trailers. On a vu des trailers où on se dit ça a l'air génial et ils ont mis les meilleures scènes dans le trailer et après le film on fait... J'ai confiance quand même. Moi aussi, parce que c'est pas... Il n'y a pas de la grosse SF. Il n'y a pas... entre guillemets, c'est pas la bataille des 5 armées où il faut Peter Jackson et un gros budget. Moi j'ai vu des images, je me suis dit mais en fait ils ont été malins, ils ont juste sali des trucs, cassé 2-3 éléments et ça marche très bien parce que c'est ça en fait, l'univers est dévasté donc il n'y a pas de grandes choses à construire. Donc on se dit ok, ils n'ont pas besoin de faire du full effet spéciaux, on fera c'est cheap, c'est pas beau, et on peut se concentrer sur les persos. C'est vrai que la bande-annonce a l'air très alléchante. Il y a les icônes, il suffit de mettre le mec en son armure avec son chien à côté, on kiffe déjà. On les a vus, les armures de la confrérie de glacier, quand ils déboulent en rang là, je fais oh là là, ça a l'air beau, ça a l'air beau. Et en plus c'est vrai, ils ont déjà dans le teaser, tu sens quand ils l'ont pris, tu sens déjà que les mecs ils savent de quoi ils parlent. Et ça a l'air drôle en plus, il y a une petite touche d'humour, je me dis c'est intéressant parce qu'il y a cet élément dans Fallout, la communication, où des fois on trouve des postes qui faisaient... Donc j'ai l'impression que les personnes qui sont chargées n'ont pas oublié ça, par exemple, on ne va pas dire on va faire un univers genre silo, on va faire un truc
truc hyper dark, hyper lourd. Je fais parler avec Silo parce qu'il y a ce côté, on est enfermé, voilà. J'aime bien, j'ai lu ça un petit peu, j'aime bien, ça fait penser vraiment quoi, l'âge de cristal, faut pas aller sous terre quoi. Mais Fallout, il y avait cette touche d'humour qu'on trouvait et j'ai l'impression qu'ils l'ont conservé. Donc on croise les doigts. Si l'univers est bien, déjà ça nous fait une série cool à regarder. Et puis ça peut être encore un moyen d'amener des gens au jeu de rôle. Voilà, comme on l'avait vu avec Cyberpunk, avec les animés, etc. Donc, et puis il faut pas être trop difficile. C'est des trucs que si on avait proposé ça il y a 20 ans, 30 ans à l'époque, jamais ça n'aurait été tout ce que fait Filoni, tout le monde critique, mais moi on m'a dit ça il y a 20 ans, putain j'aurais signé de suite, tu vois. Mais là on devient un petit peu quand même, je crois, capricieux, excessif sur certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, et je pense que les gens deviennent un peu picky, comme on dit en anglais, ils veulent que tout de suite que ça soit. Mais c'est des trucs qui n'auraient jamais existé avant, on n'avait que les séries médicales, l'hôpital machin, je sais pas quoi, des séries policières, et c'était toujours la même chose. Enfin, dédicace à New York. Et puis le droit à l'erreur ne pardonne. Il n'y a pas de droit à l'erreur, ça pardonne pas. Par exemple, ils ont un truc, tu vois, ils ont fait Boba Fett pour moi qui était un immondice. Au niveau. Même il s'est planté, tu vois, après tu rebondis sur autre chose. Je veux dire, voilà, il s'est planté. Mais peut-être que lui il trouve qu'il s'est pas planté d'ailleurs. Hein. C'est pas impossible. Et pour les fans de Star Wars, on a quand même beaucoup de contenu. Contre le Mandalorian, le Book of Boba Fett, si on n'a pas aimé, on n'a pas aimé. Regardez plutôt Andor, par exemple, si vous voulez un autre disons ça. C'est comme un âge d'or. Pendant longtemps, les fans de Star Wars, ils avaient 3 films à se mettre sous la dent. Après, ils en ont eu 6 avec le débat qui va autour. Puis après, on en a 9. Et d'un seul coup, on commence à avoir des séries. J'ai vu le teaser là, il y a quelques années avec une nana qui enfile une tenue de pilote de X-Wing qui monte sur un X-Wing. Je dis, on va avoir un truc sur des escadrons de X-Wing. Amenez-moi ça. Donc, il faut accepter que on est comme dans un âge d'or des adaptations. Fallout, mais c'est pareil, et qui aurait signé ça il y a 20 ans? Les gens auraient tout dit c'est un jeu vidéo, on s'en fout, nous on veut des séries sérieuses. Witcher, c'est l'exemple parfait aussi, même si ça commence à sentir le sapin, voilà. Parce qu'il va vers d'autres cieux. Mais le lancement, quand on l'a vu Henry Cavill, au début j'ai vu sa tête, j'ai la tête de Witcher, après j'ai vu la photo sur le set et j'ai fait, c'est lui Witcher maintenant. Et c'est rare d'avoir cette explosion on va dire du fantastique au sens large. Je parlais de Silo tout à l'heure. Moi, c'est un bouquin que j'ai lu il y a hyper longtemps. Et j'ai vu la série, je lui ai dit déjà Rebecca Ferguson. Je fais elle est dans le dur. Oui, parce qu'il n'y a pas que lui. Tim Robbins. Incroyable. Et il n'y a pas que, il y a encore d'autres personnages. Et pareil, c'est l'adaptation d'un bouquin de SF autosuffisant. C'est pas un des plus connus au monde. Donc voilà, tu as raison. Je pense qu'il faut juste apprécier le fait, quand on est des fans de fantastique, d'avoir tout ça, à se mettre sous la dent. Si on n'aime pas, on regarde autre chose. Moi, je suis une génération où j'avais rien. C'est ça. On a eu un peu la trilogie du samedi qui a commencé à nous amener des trucs. On avait X-Files qui a un premier précurseur, on disait du fantastique pas mal et tout. C'est âgé, moi. Mais oui, c'est vrai. Mais c'était déjà les prémices. Tu pouvais éviter. On a eu des premiers trucs, mais maintenant, voilà, on a vraiment le choix. On a une offre pléthorique. Et c'est un peu comme dans le jeu de rôle. Maintenant, on a le choix aussi. On n'a pas quelques classiques en disant moi, je suis pas très Cthulhu. Tu vas jouer à quoi si tu joues pas à l'appel Cthulhu? Donge. Voilà, et maintenant on commence à avoir du choix, donc les gens peuvent aller vers des univers qui leur parlent. Référencés. Exactement. D'ailleurs, ça fait une belle transition parce qu'on va parler de ça. Blade Runner. Parce que là c'est référencé même pour ma génération. C'est ce que j'allais dire. Là, tu peux pas me dire que tu l'as pas vu. C'est parce que le premier avec Harrison Ford. Après il y a celui de Villeneuve qui est arrivé derrière, mais c'est Blade Runner, c'est celui de Ridley Scott. C'est du cadique pur et dur. Donc Blade Runner, Félix il fait encore une grosse surprise quand même parce que ils ont en fait, comment ils font pour arriver à signer tous ces trucs, Félix? Déjà, c'est des passionnés. Eux, ils ont des envies personnelles. Ça, c'est un des univers préférés du patron de Félix, Thomas. Et ils commencent à avoir maintenant des contacts. Et donc, ils ont rencontré une personne qui s'appelle Joe Lefavy, qui est un des auteurs sur Blade Runner, qui l'a aidé à rentrer dans le milieu du cinéma. Et ça a pris des années. Ça fait, je crois, plus de 5 ans qu'ils sont en négociation dessus. Parce que on ne débarque pas à la porte déjà qui contrôle les droits. Est-ce que c'est Ridley Scott? Est-ce que c'est Villeneuve? Est-ce que c'est le studio de cinéma? Est-ce que c'est Kadik? Est-ce que c'est... il y a plein de choses à mélanger dedans. Donc ça a été très long et ils ont aussi beaucoup travaillé sur le concept. On en reparle, comme on avait dit sur Walking Dead. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se contente de faire Harrison Ford qui traque Rutger Hauer? Non. Donc il fallait créer
et développer aussi un peu plus. Il fallait créer les Blade Runner, parce que là, on en aura 4 ou 5 à la table. Donc c'est pas un solo, donc il faut que ça marche aussi en groupe. Et puis après, il fallait concevoir plein d'enquêtes, en fait, parce que c'est le concept, en fait, de mener des enquêtes. Il fallait les écrire, il fallait que ce soit approuvé. Donc, non, ça moi, c'est un rêve d'enfant. On est plus dans une ambiance, parce que pour moi, les ambiances sont très différentes entre l'univers visuel créé par Ridley Scott à l'époque et l'univers du Villeneuve. C'est complètement différent, c'est pas du tout le même visuellement, univers. La photo, visuellement, tout même au niveau de l'ambiance, etc., les musiques, etc. On est plus proche de quoi là dans le jeu en fait? De l'original. L'original. C'est vraiment. Exactement. Là, c'est pour ça que c'est marrant. Moi, j'ai un frère qui est plus âgé que moi. Il pleut de l'eau partout. Ouais, c'est exactement ça. Tous les visuels, c'est sombre, c'est avec dark. un néon qui clignote. Voilà. Donc on est vraiment dans cette ambiance-là. On n'a pas cette photo villeneuve-esque. On retrouve un peu dans Dune, les tentes orangées, etc. Très contemplatif. Là, on est vraiment dans le street level du premier, avec Harrison Ford, avec ses pansements en train d'essayer de. On est dans du hard-boiled. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est exactement le principe. Dans l'ouvrage, il y a une enveloppe avec les indices que le meneur de jeu va conserver et distiller. Il y a les mugshots des individus que les joueurs pourront trouver ou pas. Et ils ont une vraie enquête à mener. C'est-à-dire que là, ils font vraiment des Blade Runner. Il y a une structure policière. On peut pas faire n'importe quoi. Il faut arrêter les gens. Enfin, c'est un jeu de flic. Avec tout le concept qui va derrière. Alors en plus, il y a un développement de l'univers quand même qui pose avec la création des réplicants, les différentes générations, les guerres qu'il y a eu entre les corporations pour éliminer ou utiliser les réplicants parce que ça représentait beaucoup d'argent. Enfin, donc ça repose un setting. Des gens qui auraient connu que le film qui se diraient mais en fait il y en a sous la pédale, il y a plus que le film parce que c'est un vrai univers dense. Et après voilà, c'est la touche free quoi. Le jeu il tourne bien, c'est beau, c'est bien conçu, cette boîte enquête. Alors c'est la boîte d'initiation, donc il y a un gros livret de règles, mais il y a surtout la première grosse aventure. Là ils annoncent déjà une deuxième boîte qui n'est cette fois qu'une enquête. Donc elle est en format un peu plus petit, comme le Destructeur des Mondes, avec pareil, le même principe. Alors, il y aura le livret d'enquête, il y aura toutes les aides de jeu, des plans, des cascadriers, les lieux à visiter, les mugshots. Il y a des photos de scènes de crime et les joueurs, ils sont comme ça en train de regarder. Parce qu'il faut les analyser, ces photos de scènes de crime, c'est pas facile. C'est pas trouver objet caché, bah c'est bon, j'ai trouvé la trace de sang du criminel. Non, il va falloir vraiment le truc et tu et ça c'est génial, parce que ça devient un vrai petit jeu de policier et on se prend au jeu de se dire, moi j'ai ramené une loupe la dernière fois qu'on a fait une partie, il y avait une loupe en train de regarder la photo pour dire je suis sûr qu'il y a un truc caché, je suis sûr qu'il y a un truc caché. T'es derrière ton paravent en train de faire il n'y a rien de caché, il va passer combien de temps à chercher rien du tout. Mais ça fait partie du. J'imagine une policier qui disait non, cette histoire colle pas, il y a forcément un truc qui n'est pas normal. Et de se mettre tout seul, de s'enfermer tout seul dans son délire. Donc non, c'est très, franchement je trouve ça très joli. La charte graphique correspond vraiment. C'est pour ça que j'ai essayé du Ridley Scott parce qu'on est vraiment dans le jeu sombre, dark. La maquette intérieure est très noire, très sombre, avec ses lumières, on retrouve ces pyramides gigantesques avec des visions 3D et des petites flycars qui passent comme ça. Donc non, ça je suis très content. Ça en plus c'était très attendu. On a fait beaucoup de sollicitations. Les gens disaient vous faites tout Free, vous faites Blade Runner. Mais l'ayant droit, Alcon Entertainment, qui est donc un studio de cinéma, ne leur avait autorisé de faire que la version anglaise. Ils n'avaient que les droits pour États-Unis et Angleterre en plus, même pas le Canada je crois au début, ou peut-être qu'il y avait le Canada mais il n'y a pas d'autres territoires, enfin c'était très restreint et c'était un petit peu faites vos preuves. Montrez-nous ce que vous comptez faire parce que nous, vous parlez jeux de rôle, on imagine Donjons et Dragons, donc montrez-nous quelle est votre proposition. Ils l'ont livré, ils ont visiblement convaincu que la qualité du produit est à la hauteur du mythe en fait, des ouvrages, des sources, des œuvres et je crois 1 an et demi après l'annonce du jeu, ils ont enfin pu étendre le contrat à leurs partenaires. Et je me souviens de ce jour avec tous mes potes, parce qu'on est un petit groupe de licenciés Free League, j'ai des amis en Italie, on s'est tous écrits en disant c'est bon. Il y en a un qui avait reçu un mail d'un des partenaires en disant on va pouvoir négocier le contrat. 10 minutes après, on était tous au courant, on était tous devant la porte. bonjour, non, on veut tous le faire. Donc, et puis moi, c'est une Madeleine de Proust. J'ai un frère qui est plus âgé que moi, et 10 ans de plus que moi. Donc, et c'était une de ses œuvres. Il regardait le film en VHS comme ça. Et moi, j'avais pas le droit de le regarder. C'est la version longue, c'est tout dessus. Exactement. Et moi, j'avais pas le droit de le regarder, c'était interdit aux enfants. Donc, j'entendais ses musiques, j'entendais les discussions. Et puis, le jour où j'ai pu le voir avec lui, c'était le petit frère, tu te mets là, tu parles pas, t'as pas le droit de faire de commentaires. J'ai vécu la même chose, j'ai des frères plus que moi. T'as connu le assis-toi, parle pas, nous saoule pas. Sinon, on te renvoie dans la chambre. Voilà. Et là, j'ai le plaisir de le sortir. Donc, c'était cool. On a reçu là, c'est des prototypes de l'usine. Oui, parce que le jeu n'est pas encore sorti. Il faut le jeu est en production. Non, le jeu est produit. Il monte sur le bateau le 3 mars. Voilà, tu m'avais dit ça. Tout est bloqué, tout est déjà fait.
Donc là, c'est on essaie maintenant de mettre des processus de sécurisation avec les imprimeurs. Donc on reçoit, ça c'est du technique, mais on reçoit un premier prototype qui est fait à partir de nos fichiers et ils vont faire la boîte à la main. Donc on est censé être aux qualités moyennes, médiocres, mais en fait moi je vois déjà des produits arriver, je me dis mais c'est hyper quali, quasiment. C'est juste le tirage en fait, ils n'utilisent pas des rotatives, ils le font en numérique. Mais bon, les machines numériques maintenant, enfin c'est pas des imprimantes de bureau quoi, on n'a pas des, donc c'est déjà hyper clean. Mais ça nous permet de tester le produit, voir tourner, se dire ok les logos sont au bon endroit, tout est bien centré, etc. Le tirage commence et là ils prennent les premières feuilles et ils refont une boîte à la main pour qu'on valide une dernière fois. Et après ils lancent la production globale et ils nous envoient les protos de boîtes finies. Donc ça c'est la première étape, ça c'est le tirage numérique qu'on a reçu. Et j'avoue j'ai pu me permettre d'en envoyer une à mon frère. Et il y a ce moment où je lui dis tiens, tu te souviens de nos soirées, avec la télé en 4 tiers et tout, avec les boutons au-dessus, je me souviens, il fallait qu'on appuie pour changer les chaînes. Donc petit frère, va monter le son. Et c'était vachement émouvant. Il y a eu ce petit côté où mon frère m'a dit « Oh, mais c'est Blade Runner !» Mais j'ai dit oui. Et le petit côté éthique, de débat éthique justement de Cadic sur justement les réplicants, etc. Ils ont réussi à l'intégrer dedans. Le premier scénario, c'est directement au cœur du sujet. Hein. Ils n'ont pas cherché à se dire on va vous faire une enquête, il faut trouver un trafiquant de drogue. Non. D'autres gens, on joue des Blade Runner, donc c'est notre mission de s'occuper de cette situation-là. Et il y a beaucoup, même dans le background, ils reprennent des pièces que moi je connaissais pas. Après, je connais pas l'œuvre de Cadic parfaitement par cœur, et ni l'univers de Blade Runner, je connaissais pas à fond. Mais ils reprenaient les guerres, justement les différentes générations. La volonté de différentes corporations de placer ces réplicants soit en mode de guerre, soit en servant, etc. Donc, parce que c'est le cœur du sujet, évidemment. Il y avait un gros questionnement éthique aussi dans exactement. Puis la confrontation avec l'humanité, qu'est-ce qu'on renvoie d'ailleurs, le questionnement qu'on se pose maintenant avec l'IA. Là, tu peux pas être plus clair que ça, c'est exactement ça. Donc la première enquête, c'est déjà cette thématique. Donc tu vois, encore une fois, c'est bien réfléchi. Si on fait un premier scénario Blade Runner, il faut tout de suite qu'on aille. Après, ils exploreront, j'imagine, d'autres choses, peut-être des voyages dans l'espace, j'en sais rien, mais en tout cas, la première, ils ont dit voilà, il y a des réplicants à trouver. Déjà, donc, et la résolution, elle n'est pas la même situation. Le Blade Runner est censé éliminer les réplicants. C'est son job. Mais c'est un joueur qui l'incarne. Et quand on est face à un dilemme de morale, est-ce que le réplicant est un humain, un robot, est-ce qu'il a une conscience qu'il n'en a pas, et si on se dit qu'il a une conscience et donc est-ce qu'on lui met juste une balle, est-ce qu'on le désactive? Bah non. Donc ça c'est une scène qui est intéressante. Je ne veux pas révéler le scénario parce que c'est un vrai bon, mais il y a cette situation. Il y aura des vraies discussions entre joueurs, qu'est-ce qu'on fait de ce personnage, de ce PNJ quoi. On attend ça avec impatience. Alors, on a été très sélectif parce qu'il y a beaucoup de nouveautés chez Arcane Asylum en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené aussi Alors, je vous ai amené quelques petites sorties d'ouvrages qui sont en cours d'arrivée. On a une petite sortie pour Cyberpunk. Ah voilà, Cyberpunk. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui jouent à Cyberpunk. Ouais, c'est notre meilleure vente de l'année dernière par exemple. Le livre de base est la meilleure vente de l'année dernière de tout notre catalogue, alors qu'il a déjà 3 ans. Donc, bon, déjà, il y a un support de jeux vidéo, même si c'est pas la même époque. Le jeu vidéo, il y a eu un démarrage un peu chaotique. Avec le DLC, c'est super. Mais puis le démarrage chaotique, ça n'a pas empêché de 2077 la meilleure vente de l'année. Tout à fait. Ça a dû faire buzzer le fait d'avoir qu'il a été interdit de la PlayStation Store. Les mecs ont dû dire c'est quoi ce jeu. Mais maintenant, effectivement, on a une version qui est parfaitement jouable. Le DLC, il rajoute 30 heures, je crois. C'est monstrueux. Et c'est pas fini. Il continue. Il voit bien que ça marche, donc voilà. Donc voilà, nous on continue la gamme de Cyberpunk. Ça c'est le supplément Black Chrome pour les vieux rôlistes. C'était un supplément qui existait dans toutes les éditions. Donc c'est le supplément de matériel, d'équipement, du chrome, de l'arme, de la voiture, du transport. Voilà, c'est vraiment l'aide de jeu pour étendre encore plus l'arsenal et l'équipement des joueurs. On a du matériel pour Hunter. Qui est sorti un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Donc là, on a l'écran de jeu avec un livret à l'ancienne. Ça, c'est rare, ça se fait plus trop. Mais on a un livret effectivement d'une trentaine de pages avec des petites aides de jeu. Faut le dire, c'est dans le World of Darkness. C'est le monde des ténèbres. C'est le nouveau monde des ténèbres. Le nouveau monde des ténèbres avec la nouvelle édition de Vampire, Hunter et le futur loup-garou qui va arriver très prochainement. Donc là, on a le paravent de jeu enfin, qui était important. Et une première chronique. Des lignes tracées dans le sang. Renegade, ils ne font pas l'erreur de White Wolf à l'époque où ils sortaient beaucoup de suppléments et on n'avait pas de scénar. Et donc on avait du lore, enfin plein de background, du background. Et on disait, voilà. Il fallait prendre un Casus Belli pour avoir un scénar. On veut jouer. Là, Renegade, ils l'ont bien compris. Il y a un premier supplément, 4 scénarios. Jouable en arc narratif de campagne. Et je trouve ça très bien. Moi, quand je réfléchis à un jeu de rôle, je me dis c'est toujours intéressant de dire
propose-moi du scénario tout de suite parce que comme ça tu me dis ce que tu veux que je fasse. Exactement. Au lieu de me livrer un univers global et que les gens disent bah moi je vais typiquement Hunter, tu pourrais dire bah vu qu'il y a un vampire qui sort à côté, je vais chercher que des vampires. C'est bien de faire 4 scénarios où tu vas faire 4 types différents, 4 menaces différentes. Et ça permettra aux gens de se dire ah mais il n'y a pas que les vampires, il n'y a pas non plus que les garous, il peut y avoir des fantômes, des esprits, des... Pour ceux qui ne connaîtraient pas Hunter, c'est de l'autre côté du miroir en fait. Exactement, ce sont des humains qui découvrent, qui soulèvent et qui découvrent qu'en fait il y a tout un monde de créatures, pas forcément gentilles, qui existent et en fait ça change leur vie. Et donc c'est l'élément important du jeu, c'est effectivement le drive, donc c'est la motivation de la personne. Peut-être parce qu'on a perdu un proche, peut-être parce qu'on a perdu un enfant, un partenaire, etc. Et on décide d'aller au bout. Et il y a ce côté de traque d'un simple humain contre des créatures parfois hyper puissantes. Et comment est-ce qu'on fait pour la traquer, l'acculer dans son dernier refuge et débouler à 4 avec 4 cocktails Molotov en disant tu vas peut-être m'avoir mais tu partiras avec moi en enfer parce qu'il faut que je nettoie la terre de ta présence néfaste. Et pas que, parce qu'il y a plein d'autres concepts utilisés derrière. Donc moi c'est un jeu, surtout graphiquement, j'avais adoré le livre de base, ce choix orange, noir, blanc, enfin c'était... j'ai un âme un peu de graphiste, donc moi quand les jeux sont très tranchés, que ça marche, je me dis, comme Neverland, tu vois, il y a un choix. Donc voilà, donc là on a les premiers suppléments, je suis très content parce que c'est un peu... ça manquait, tardé à sortir. Le monde des ténèbres et les conduits des ténèbres, il faut vraiment que ça soit cadré. Quoi. Exactement. Et parce que tu peux vraiment, on peut le dire, tu peux partir dans tous les sens dans ces jeux-là. Donc c'est vrai que les auteurs, on a besoin de scénarios pour qu'on lui donne un fil, un cadre, etc. Et ça te permet de se dire, ah ok, ça marche comme ça. Et ça aidera aussi à se dire, bah maintenant je peux faire mes propres aventures, j'ai vu comment on calibre 4 scénarios. Sinon, je les ai fait en 3 sessions, ok, donc il me faut à peu près la même idée. C'était un peu le principe, moi ça m'avait beaucoup marqué dans Tales from the Loop quand il y avait ces cercles qui indiquaient alors présentation du mystère, 2 lieux d'enquête, résolution, je me disais c'est bête comme chou, c'est un vrai exercice d'écriture, on se dit si j'arrive à formaliser toutes mes aventures Tales comme ça, je sais que je les ai en une session, pas besoin de faire plus, c'est pas un jeu qui tu as envie de jouer 29 sessions, la même aventure. Donc voilà, donc ça c'est les deux prochaines sorties sur Hunter, qui sont normalement au départ, donc ça sort avant l'été. Parmi la foultitude de choses on n'a pas parlé de Weissen parce qu'on en a parlé déjà sur Guerre et Plomb, je sais plus, enfin on a parlé pas mal de choses de chez toi sur Guerre et Plomb, donc allez voir sur le site, il y a plein de trucs. Ouais, on a des sorties Forbidden Lands, on va avoir des sorties, on a des decks. D'ailleurs, je me demande comment vous arrivez à gérer ça, parce que vous n'êtes pas très nombreux Arcane. On n'est pas très nombreux, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Parce que là, vous avez un catalogue, c'est impressionnant. Ouais, quand on est... Alors déjà, on a la chance de faire un travail qu'on aime. Je pense à tous ceux qui exercent un travail qu'ils n'aiment pas forcément ou qui est difficile. Et donc on compte pas trop nos heures parce que on aime ce qu'on fait. Après on a une famille, donc à un moment il faut quand même compter son heure, parce qu'on peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais ouais, les semaines sont longues. Eh bien, Mathieu, merci pour toutes ces informations. Merci à toi. On va sûrement encore avoir contact avec nous parce que l'actualité, on la suit. Arcanesium, on est très proche de ce que vous faites. Moi, franchement, je suis toujours épaté par le nez fin que tu as, Modifus, Free League, etc. Que des éditeurs qui, au fil des années, montrent qu'ils ont des capacités énormes à produire des trucs de qualité. Bon, vraiment, c'est un chien truffier du jeu de rôle. Voilà. Bah écoute, je te remercie. C'était un plaisir d'avoir accordé un peu de temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de boulot au salon. Il y a un grand stade et un grand stand. Et bah écoute, bonne continuation. Merci à toi et bon courage pour le salon à vous aussi. Ouais, merci.